On va lancer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous voir pour ce nouveau webinaire. On va laisser encore 1 ou 2 minutes pour laisser les personnes arriver. Si vous le souhaitez, sur la droite, vous pouvez dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat poser des questions ou juste dire bonjour. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous présenter durant cette petite minute d'attente. Et on va commencer d'ici une petite minute. En tout cas, on est vraiment ravis avec Séverine, que je vais présenter juste après, de vous voir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Absolument. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, vous ne me voyez pas. On va essayer d'arranger ça, mais bon. À défaut, en tout cas, j'ai des choses à vous raconter. C'est le plus important. Exactement. On attend juste une petite minute et on va commencer. Bon, du coup, commençons. Donc, en fait, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter dans un premier temps. On va présenter Digital Nati Group et surtout, en fait, comment Rouge-Gorge, l'un des leaders du secteur de la lingerie, a lancé une DNVB au sein de son groupe. Et du coup, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Séverine, qui est directrice de l'offre chez Rouge-Gorge qui a lancé ce projet de DNVB au sein de Rouge-Gorge. Et du coup, avant que je présente DNG, Séverine, je t'invite à te présenter et aussi présenter Rouge-Gorge. On reviendra après sur la DNVB que tu as lancée, mais déjà, je veux bien que tu te Absolument. présentes et que tu présentes le groupe. Oui, effectivement. Donc, moi, je m'appelle Séverine Delem. Si je voulais me caractériser rapidement, je vous dirais que je suis d'abord une passionnée de textile. D'autant plus passionnée qu'il y a ce twist maintenant à effectuer, puisqu'on a ce label de deuxième industrie la plus polluante, mais ça c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Et je suis typiquement issue du modèle classique de retail physique. Et donc c'est ça la particularité aussi de cette intervention, c'est que c'est quelqu'un qui est très je dirais, imbibé de retail physique qui va vous parler de DNVB. Juste en 2 mots pour résumer ma carrière, j'ai alterné des postes classiques chez des grands acteurs du retail textile et puis des aventures entrepreneuriales, mais toujours sur ce même business, ce même modèle. Et voilà. Et donc, je suis rentrée chez Rouge-Gorge il y a 13 ans en qualité de directrice de l'offre. Alors, pour vous parler rapidement de Rouge-Gorge, je vous dirais qu'en fait, il y a 13 ans, Rouge-Gorge d'abord ne s'appelait pas Rouge-Gorge, s'appelait Cannelle. C'était une très belle endormie avec un très beau potentiel. À l'époque, l'équipe dirigeante a été renouvelée et on a initié un gros projet de remasterisation de l'entreprise pour arriver à devenir aujourd'hui le numéro 2 des chaînes spécialisées en lingerie avec un parc de 260 magasins, avec évidemment un e-commerce fort et j'irais une notoriété qui va croissante et qui nous permet un excellent maillage, notamment du territoire français. Juste, je précise, je ne suis plus, justement, c'est ce que j'allais vous raconter, directrice de l'offre depuis janvier, puisque depuis janvier, je me consacre à la quasi-totalité de mon temps sur ce nouveau projet de DNVB qui s'appelle Lille Lingerie. Merci Séverine. Et effectivement, une très belle marque de lingerie avec un maillage très fort aussi en retail. Et donc, en fait, voilà un petit peu le déroulé de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais présenter rapidement Digital Nati Group. Je vous dirai aussi quelles sont les relations entre DNVB et Grand Groupe. Il y a 3 types de cas et du coup, ça sera la parfaite transition pour après parler de la DNVB directement lancée par Rouge-Gorge.
Donc, dans un premier temps, en fait, pour vous parler de DNG, ça fait maintenant 3 ans, on va fêter nos 3 ans mi-juillet. On est près de 30 collaborateurs et en fait, on s'est lancé et avec deux convictions très fortes et qui se sont renforcées au fur et à mesure des années, c'est que globalement, on vit des mutations qui sont absolument dingues. J'ai pas besoin de vous redétailler, mais l'impact écologique, le Covid, là en plus maintenant la guerre en Ukraine, qui globalement vont impacter les secteurs du consumer de manière absolument folle sur les prochaines années, et beaucoup plus que finalement les 50 dernières années, puisque là, l'enjeu, il n'est pas que digital, il est surtout en fait aussi en supply, en production, en distribution et en marketing. Et donc en fait, les clés de succès historiques ne sont plus finalement les mêmes pour les prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit de manière très forte, que l'on travaille avec des grands groupes ou avec des DNVB. Et surtout, la deuxième, c'est que les dirigeants de ces entreprises, que ce soit des jeunes boîtes ou des marques plus historiques, en fait, globalement, ils ne peuvent pas fonctionner avec une approche classique. Ils ont la nécessité d'aller voir, de s'entourer de nouveaux acteurs qui vont pouvoir apporter une approche vraiment de spécialiste. Et fort de ces deux constats, c'est fort, on a créé Digital Nati Group il y a 3 ans, comme est finalement le premier cabinet de conseil en stratégie dédié aux entreprises des secteurs consumer. Nous, notre travail, c'est vraiment de travailler aux côtés de dirigeants pour bâtir le futur des secteurs de la consommation et du coup finalement d'accompagner toutes ces modifications qui sont absolument dingues sur les dernières années. Et en fait, on a une expérience assez forte sur les secteurs puisqu'on a travaillé avec plus de 50 DNVB sur un peu tous les secteurs. Là, vous pouvez voir Feed, Jimmy Fairley ou Merci Andy, mais aussi on travaille de plus en plus avec des acteurs corporate dans leur définition de leur stratégie consumer, mais aussi dans des logiques d'acquisition. Et en fait, là où on va vraiment se différencier de manière assez forte, c'est qu'à la fois, on a cette activité de stratégie dédiée au métier consumer, où on va à la fois lancer des marques, on va faire des plans stratégiques digitaux, mais on va aussi avoir des interventions sur la partie M&A. Mais surtout, en fait, nos clients, on ne les laisse pas après dans la nature comme ça, puisque derrière, on a créé une filiale qui est la Digital Native Factory, qui est en fait la capacité d'exécution, c'est-à-dire qu'on a des gens en interne, des UX designers, des directeurs e-commerce, qui sont en capacité en fait après d'accompagner l'opérationnel sur les projets. Et enfin, on a créé le plus gros réseau d'experts et de partenaires digitaux avec le Digital Native Club, qui nous permet de regrouper plus de 400 CEO de marques consumer et donc en fait d'être au cœur finalement des enjeux de la consommation de demain. Et donc, pardon, je suis allé un peu trop vite. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce que l'on peut voir au quotidien, c'est qu'en fait, il y a 3 types de relations entre les DNVB et les grands groupes. On avait sorti une étude, d'ailleurs, vous pourrez voir, si vous voulez, sur le blog, on avait sorti une étude, la relation grand groupe DNVB l'an dernier. Et en fait, on montre très bien qu'il y avait 3 types de cas, soit des cas de prise de participation minoritaire, donc en fait, j'investis. Donc un groupe investit soit directement dans la société, soit via des fonds d'investissement qui vont investir eux-mêmes dans la société, soit directement des acquisitions, ou alors en fait des lancements de marque. Et là, effectivement, je vous ai donné 3 exemples qui sont assez frais, puisque typiquement LVMH Venture a investi directement sur les box mystères. On a Bic qui a racheté Inbox. Et enfin, l'an dernier, le Colgate avait lancé Go Back Colgate. Et donc, du coup, j'ai une première question pour toi, Séverine, puisque je sais que nous, on est dans le cas où vous avez lancé. Du coup, donc vous avez pris l'option 3. Est-ce que vous étiez posé les autres options avant de lancer la marque? Est-ce que vous étiez dit, on peut investir, on peut en racheter une, ou finalement Alors, l'option de créer a de suite été la première option? En fait, l'option de créer, elle a tout de suite été la première option. Pourquoi? Parce que, en fait, l'histoire, donc je vais préciser rapidement ce que c'est Lille Lingerie. Lille Lingerie, donc c'est une marque qui est destinée aux très jeunes femmes avec un bonnet profond. Je rentre un peu dans la technique de la lingerie, mais voilà. Donc en fait, ce marché, finalement, on l'a identifié au travers de notre activité cœur. Et on s'est rendu compte que c'était un marché qui était peu ou mal adressé. Et du coup, la question ne s'est pas posée, puisque c'est un marché peu ou mal adressé, elle ne s'est pas posée en d'autres termes que d'aller y répondre par la création d'une entité dédiée à cette cliente. Donc en fait, on a très vite, l'histoire très rapidement, c'est que Rouge-Gorge, c'est quand on a relancé et qu'on a créé, du moins on a lancé la marque Rouge-Gorge en remplacement
de ce qui s'appelait Cannelle autrefois, on s'est très vite repositionné autour d'un projet très structurant de spécialistes de la corsetterie. L'idée, c'était d'offrir à chaque femme, quelle que soit sa morphologie et sa taille, un produit adapté. Et ce faisant, on a vu arriver dans nos magasins des clientes nous amenant leurs filles, en fait, prenant leurs filles par la main, les amenant. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas de réponse à leurs besoins de bonnets profonds, qualitatifs, accessibles et un peu mode. Et en fait, ces jeunes femmes-là achetaient chez Rouge-Gorge, mais un peu par défaut, parce que finalement, l'environnement Rouge-Gorge, il est parfait pour une femme d'une quarantaine d'années. Les collections sont parfaites pour cette cible-là. Mais en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi cette clientèle de plus jeunes et qu'il y avait moyen de leur apporter, grâce à notre expertise, quelque chose de différenciant et de plus adapté que la réponse rouge-gorge, qui n'était pas encore une fois adaptée en termes d'âge. Donc, on a décidé de créer ex nihilo cette marque. Ok, et vous aviez eu des expériences passées d'investissement ou de rachat au sein de Rouge-Gorge dans l'écosystème fashion cube? Pas tant que ça, non, pas énormément. Si, il y a eu des expériences, puisque Jules a racheté Brice, enfin, il y a eu des choses comme ça, mais je dirais qu'en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, c'était pas une évidence, c'est pas quelque chose d'inné. Donc, effectivement, créer et s'appuyer sur nos savoir-faire, ça nous paraissait être la chose la plus évidente et la plus facile à faire. Ok, super. Et j'en profite parce qu'en fait, on a l'idée de ce webinaire aussi, c'est que des gens puissent poser des questions. Et là, j'ai une première question et je sais pourquoi Émilie la pose, mais je trouve ça super pertinent. Et d'ailleurs, tu as un contre-exemple aussi d'ailleurs à côté, Séverine a proposé. Tu vas vite comprendre la question. La question d'Émilie, c'est pourquoi le choix de créer notre marque vs une ligne au sein de Rouge-Gorge. Et donc, je pense que ça peut être aussi super intéressant parce que vous l'avez fait aussi avec des lignes internes. Est-ce que tu pourrais Effectivement, alors ça c'est effectivement une super question. Il y a quelques jours en plus. Donc, voilà, c'est effectivement une super question. En fait, ce qui est clair, c'est que on aurait pu, et d'ailleurs au sein de Rouge-Gorge, bien qu'ayant cette posture de spécialiste, on essaye de s'adresser à différentes envies ou différents moments, mais pour la même cliente. Là, en l'occurrence, au travers du projet Lille Lingerie, on souhaitait s'adresser à une cliente beaucoup plus jeune, et donc les codes à développer étaient résolument différents, et on s'est plutôt dit, et ça nous a paru être une évidence, et on est toujours d'ailleurs tous en phase là-dessus, que le fait de créer en dehors de Rouge-Gorge nous évitait d'être connotés sur notre cliente fidèle, régulière, historique, comme donc une femme plus mûre. Et ça nous permettait justement d'adopter des codes totalement différents, beaucoup plus identitaires, et de gagner en cohérence sur la marque. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Mais par ailleurs, Vincent, tu évoquais d'autres façons de faire. Chez Rouge-Gorge, on a la volonté de lancer différents relais de croissance. Et par exemple, on a lancé une marque ultra sexy qui s'appelle Rose, qui rencontre un gros succès. Et cette marque-là, on l'a lancée comme une ligne différenciante chez Rouge-Gorge. Donc, on a deux approches en fonction de la cliente à laquelle on s'adresse. Là, en l'occurrence, sur Lille, une cliente plus jeune, eh bien non, on n'a pas envie de la faire rentrer à coups de chausse-pied dans l'écrin Rouge-Gorge, le modèle Rouge-Gorge, qui est manifestement dédié à une femme plus mûre. Et on va y revenir après. À ta question, si c'était le seul. Si, je pense, et merci Séverine, et justement, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on va en parler après, mais même si c'est en dehors en termes de marketing et de marque de Rouge-Gorge, il y a plein de ponts opérationnels et structurants qui peuvent permettre d'accélérer la marque. Ok, absolument. Super. Et donc justement, pour revenir en fait sur Lille, sur la marque Lille que vous avez lancée, tu l'as déjà présentée, donc là, je vais pas te redemander de la présenter. En revanche, je vais juste faire un petit historique pour comprendre en fait comment, tu vois, on est aussi intervenu avec vous. Si je me souviens bien, Séverine, la marque était déjà lancée. Vous aviez déjà un site, donc en fait, la décision d'aller sur ce sujet, parfois, nous, on intervient en amont quand un groupe veut lancer une marque, et donc on va identifier les opportunités, on va accompagner au lancement de la marque. Là, c'était un cas un peu différent, puisqu'en fait, la marque était déjà lancée. Elle connaissait déjà, vous aviez déjà un historique de KPI. Et en fait, si je me souviens bien, la première discussion qu'on a eue, c'était super intéressant. C'était, en fait, la marque, elle a un certain succès,
mais pas ce que l'on pensait, notamment parce qu'on sent qu'on n'utilise que les codes ou pratiquement que les codes rouge-gorge. Et Effectivement. il faudrait qu'on arrive mais plus en fait avec des codes adaptés à cette marque. Et c'est là que l'on s'est rencontrés pour justement Oui. travailler, on va dire, l'évolution de la marque vers un modèle un peu plus DNVB finalement. C'est ça. Et Ouais, du coup, si tu le permets, je vais d'abord expliquer un petit peu pourquoi on a choisi, dans un premier temps, de lancer cette marque sur un modèle digital. Parce que ça donne du sens et ça explique pourquoi un retailer physique classique se lance tout à coup sur un modèle a priori et en démarrage, en tout cas, full digital. En fait, on a commencé évidemment par identifier notre cible. Notre cible, c'est majoritairement la Gen Z. Vous savez que c'est un marché qui est colossal. Je crois que c'est 40% des consommateurs mondiaux, donc c'est un truc de fou. Et effectivement, dans les codes de cette génération, il y a une appétence sur le digital qui est bien plus élevée que celle que l'on rencontre chez notre cliente historique, même si elle est elle aussi très consommatrice sur le web, et heureusement parce qu'on performe très bien sur le web. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a senti déjà que le premier step, c'était de se lancer dans un premier temps en full digital. Autre raison pour laquelle on a lancé ce business comme ça, c'est que comme retailer physique historique, on se rend compte qu'il y a évidemment une mutation profonde en termes d'attractivité, de fréquentation de nos points de vente physiques, et avec un poids sur le compte d'exploitation des pas de porte qui devient vraiment très très élevé et qui est lié vraiment à un changement profond des habitudes de consommation, des mouvements de la cliente, de ses chemins de shopping, etc. Donc l'idée, c'était de dire, ben oui, on va essayer de faire autrement parce qu'on va tester des choses et on va voir un petit peu ce qu'on peut apprendre sur ce registre. Et puis, on s'est dit surtout, finalement, créer une petite structure comme ça va être fabuleux parce qu'on va apprendre, on va faire du test and learn permanent. Et donc, on s'est lancé vraiment avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'envie, mais en mode un peu... voilà, on essaye, on n'y connaît pas très bien grand-chose au full digital, mais on y va. Et c'est effectivement à cette époque-là qu'on s'est rencontrés, Vincent, parce qu'on avait commencé à structurer la boîte sur des choses qu'on sait faire, et une des choses qu'on sait faire, c'est le développement de produits, par exemple. Donc, on était assez sûrs de nous, assez convaincus de la pertinence de notre proposition, et les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et donc la première rencontre effectivement qu'on a eue, ça a été de discuter de la possibilité de passer en revue l'ensemble de nos KPI et de rentrer un petit peu dans le cœur du moteur pour faire une première évaluation de ce qui n'allait pas. Et c'est ce qu'on a fait ensemble et qui a donné lieu à la deuxième phase de travail avec vous, qui était la refonte totale de notre site internet, qui était un site en fait qui était absolument pas opérant, sur lequel il y avait vraiment des freins majeurs en tout cas à l'utilisation. Et évidemment, ces freins, on est en train de les régler. Mais si je veux aller plus loin, en fait, ce qui est vraiment intéressant et ce que je voudrais vous partager dans l'aventure là qu'on est en train de vivre, c'est que en fait, on se retrouve dans une position sur cette marque où il faut régler un curseur entre ce que nous apporte la force de la structure et de l'organisation Rouge-Gorge, et en même temps la nécessité de s'en libérer par moment pour être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, et sortir un peu des process et de l'organisation massive qu'on a mis en place et qui assure d'ailleurs la performance de Rouge-Gorge depuis des années. En fait, c'est une autre histoire qu'on est en train de créer. Et j'avoue que moi, la première, j'ai eu du mal à comprendre où étaient mes points de force par rapport à l'organisation Rouge-Gorge et où étaient au contraire les éléments un petit peu plus touchy ou limitants dans ce que j'avais en tête. Mais tout à fait.
Et on va y revenir juste après parce qu'il y a effectivement une partie justement sur les ponts Oui, qui sont créés, mais aussi les difficultés. Et tu viens d'aborder effectivement le sujet, c'est notamment le sujet en fait de mais pourquoi lancer une NVB quand on est un groupe? Et en fait, nous, ce qu'on a vu avec les différentes personnes que l'on a pu accompagner, c'est que généralement, il y a trois éléments. C'est toucher une cible différente, ou en tout cas une cible plus jeune, généralement. Soit bâtir un business purement digital dès le début. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas le physique, mais en tout cas, c'est avoir un mindset, une création qui est purement digitale. Et enfin, c'est créer du business, bien évidemment, supplémentaire. Et j'ai l'impression que dans ton discours, c'est un petit peu ces trois choses à la fois qui ont joué. Et tu as cité en premier la partie nouvelle cible. Est-ce que là-dedans, tout a eu le même impact dans la décision ou pas? Parce que typiquement, en plus de la nouvelle cible, vous aviez aussi, en termes d'âge, mais vous aviez aussi en termes de forme de produit, de positionnement. Est-ce que, quel a été pour vous l'axe prioritaire et quels sont les axes que vous suivez au quotidien typiquement? Est-ce que finalement vous suivez tout le temps, est-ce que notre cible vraiment elle se rajeunit? Est-ce que vous regardez plus la partie top line? Donc voilà, quels ont été parmi ces axes-là, voire d'autres, la piste, on va dire, qui vous a le plus poussé à se lancer? Et enfin, est-ce que vous suivez ça au quotidien, notamment ces trois leviers? oui. Alors effectivement, clairement, si tu veux, le premier, la première chose dont on est convaincu, parce qu'au final, on est des gens assez, je vais dire, pragmatiques, c'était de se dire, ce qu'on lance là comme business, ça doit être un relais de croissance évident pour Rouge-Gorge. Donc, comme quand tu me demandes si on regarde la top line, oui, effectivement, alors ça, c'est un élément qui est extrêmement, évidemment, cadré, où, évidemment, il y a un budget très précis qui est construit à 3 ans, avec une obligation en tout cas, de produire des effets et une envie en tout cas d'atteindre très vite le point mort. Donc ça, c'est le moteur, je dirais le moteur principal, c'est de se dire finalement, le monde change, le monde évolue très vite. On est finalement sur une posture très solide, on a des résultats intéressants, etc. Ben justement, parce qu'on a des résultats intéressants, parce qu'on a une posture solide, c'est peut-être le moment de se mettre à réfléchir à autre chose. Et cette autre chose doit être un relais de croissance. Donc ça, c'est la première chose, la plus évidente, tu vois, dans les trois leviers que tu cites, c'est se dire, on est là pour créer de la valeur. Et ça, c'est vraiment l'axe majeur, c'est ce que je répète au quotidien à l'équipe, c'est vraiment ce qu'on s'efforce de faire. La deuxième chose, effectivement, c'est de se dire, ce que j'ai évoqué rapidement, l'avantage d'un petit canoë, c'est que c'est vachement plus facile à faire bouger qu'un paquebot. Donc, profitons de cette petite structure, parce que c'est une toute petite structure agile, pour tester des choses, pour essayer, se lancer. Les conséquences sont jamais méga horribles parce qu'on est petit, etc. Et vraiment, dans le deuxième axe majeur qu'on met systématiquement en avant, c'est de se dire tout ce qu'on fait doit profiter à Rouge-Gorge. Autrement dit, quand on essaye des trucs, que ça marche ou que ça marche pas, en tout cas l'expérience est partagée. Et c'est, en tout cas, moi, je porte vraiment profondément cette envie-là parce que je me dis, c'est une chance de pouvoir lancer ce business, mais il faut que ça rayonne au-delà de l'entité Lille elle-même. Et puis, effectivement, il y a la question de la cliente. En fait, on a une cliente chez Rouge-Gorge qui est extrêmement fidèle, qui, vu la croissance qu'on effectue depuis 13 années, hein, on a 13 années, on enquille la 13 années de croissance à surface comparable, donc c'est assez remarquable sur ce marché. On sait qu'on la sert bien. Ceci dit, effectivement, cette cliente, elle vieillit. Et on doit préparer l'avenir. Et donc, l'idée d'aller adresser ce marché de la Gen Z et se dire, apprenons les codes de cette génération, développons un business avec eux, testons nos process, nos organisations et voyons ce qui a changé, c'est vraiment effectivement aussi une des raisons du lancement de ce projet. En tout cas, là, au travers de ces trois éléments que j'ai cités,
on couvre le scope global. Donc, en un, être rentable, créer de la valeur. En deux, être capable de tester et d'apporter des choses nouvelles à Rouge-Gorge. Et puis, préparer l'avenir au travers de la clientèle, quoi, et des produits. Mais d'ailleurs, tu soulèves un point qui est très intéressant. Effectivement, tu as un peu reformulé mon point du milieu qui était d'être business digital first. C'est-à-dire que toi, ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, ça doit servir de plateforme d'acculturation au sein du groupe sur des Complètement. nouvelles méthodes. Et effectivement, je me souviens que c'était pas prévu au départ, mais on avait travaillé ensemble. On avait notamment fait une intervention COMEX au Global Group pour dire voilà l'impact et les clés de succès des DNVB, voilà comment ça peut impacter votre groupe, voilà les choses à tester. Et ça, je trouve effectivement que c'est quelque chose qui doit tout le temps, nous on le voit, les projets qui fonctionnent au sein d'un grand groupe sur des nouveaux business, que ce soit DNVB ou pas, mais dès que ça touche un nouveau business, il est primordial en fait d'onboarder la direction et d'autres équipes opérationnelles pour que, le savoir se partage, mais aussi que la motivation et l'ambition de ce projet soient portées par pas uniquement les personnes qui sont opérationnelles, mais aussi toutes les autres. Et ça, très souvent, c'est oublié. Et si ce n'est pas fait, en fait, le projet, il est presque en vase clos. Tout C'est-à-dire à que si ça fait. fonctionne, c'est super, mais en fait, personne ne saura quoi en faire puisqu'en fait, ça marche de son côté. Et si ça ne fonctionne pas, tout le monde dira, ah ben oui, dans tous les cas, ils n'étaient pas impliqués au sein du groupe. Donc en fait, il est nécessaire absolument que ça soit bien évidemment validé par le top management, mais surtout que ça soit intégré, j'ai envie de dire, régulièrement. Et du coup, par rapport à ça, et j'allais te poser la question, mais Émilie nous a posé aussi la question, est-ce que tu as en interne au sein de Rouge-Gorge, mais aussi potentiellement d'autres marques du groupe, intégrer des rituels de partage, sur des nouveaux partenaires, des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Est-ce que c'est quelque chose Effectivement. qui est mis en place? Je me souviens, on avait fait un webinaire l'an dernier avec Quentin qui avait créé une marque My Attitude au sein de Henkel, groupe de cosmétiques, et il disait que lui, mensuellement, il avait en fait un team meeting avec pas mal de gens du groupe pour justement partager ses avancées, mais aussi partager ses apprentissages par rapport sur des choses qui pourraient intéresser le groupe. Effectivement, alors moi j'ai 3 niveaux et comme je te le disais, c'est vraiment important pour moi. J'ai plusieurs niveaux de partage, mais partage voilà, dans les deux sens. Hein, j'ai un premier niveau qui est le partage à mes collègues du comité de direction de Rouge-Gorge de points à date réguliers sur la situation de l'île. J'en fais un rapide d'ailleurs demain. L'idée, c'est de dire, bah voilà comment on avance, voilà ce qui se passe, voilà mes étonnements ou mes frustrations du moment. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce niveau, un peu au niveau du comité de direction de Rouge-Gorge, voilà, d'échange de vécu, de ressenti, de problématiques. Et ça, c'est un premier niveau qui est hyper intéressant. Après, si je descends dans un niveau un peu plus opérationnel direct, c'est vrai que comme j'ai régulièrement affaire à des experts rouge-gorge que je sollicite régulièrement sur des problématiques particulières que je rencontre, où j'ai besoin d'un coup de main, d'un éclairage, d'une intervention, etc. Il y a aussi, pour ces gens qui participent même ponctuellement au développement de l'île, une réunion qu'on a mis en place mensuellement, qui détaille un petit peu les résultats, les projets en cours, les alertes du moment, etc. L'idée, c'est vraiment de garder tout le monde connecté sur le projet Lille, intéressé, intégré, de manière à ce qu'effectivement, il y ait, que cela génère le plus possible d'interactions. J'interviens aussi avec mon équipe dans les réunions d'information rouge-gorge, parce que ça aussi c'est très important, hein, ça met tout le monde au même niveau sur l'information du développement du projet. Et puis tu me parlais de mes collègues du groupe, enfin de l'écosystème Fashion Cube. Effectivement, j'ai la chance d'avoir des rendez-vous réguliers avec mes homologues et ça se fait plutôt de manière informelle, mais effectivement, on échange et régulièrement, je donne une petite overview sur le développement du projet. Mais ça, c'est vraiment capital parce que ça ne peut vivre que si on est complètement justement ouvert et en interaction permanente. Ok, mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, sur la partie cible, c'est, je suppose, quelque chose que vous devez suivre au quotidien.
Est-ce qu'aujourd'hui ça colle ce que vous aviez en tête? Est-ce que ça a rajeuni la cible de rouge-gorge ou au final pas tant que ça pour vous? Alors, je dirais que l'objectif, c'est pas tant de rajeunir la cible de rouge-gorge, hein, puisqu'on a notre propre réseau de commercialisation via notre propre site. En revanche, c'est vrai qu'on est présent sur le site, sur l'e-shop Rouge-Gorge en tant que marque invitée. Hein. On est traité exactement comme est traité, par exemple, Triomphe est une marque invitée chez Rouge-Gorge, bah, Lille est une marque invitée. Donc, effectivement, on a des performances assez intéressantes sur le site Rouge-Gorge. On est présent dans 6 magasins Rouge-Gorge, etc. L'objectif, c'est pas forcément de se dire on va rajeunir la cible Rouge-Gorge. L'idée, c'est plutôt de capter cette cible-là qui un jour passera chez Rouge-Gorge. Hein, mais c'est vraiment plutôt cette démarche-là qu'on a. Et voilà, donc. Et du coup, sur Lille, la cible que vous vouliez plus aller sur une Gen Z, Y, c'est pour le moment vous l'objectif Alors, pour le moment, on est un tout petit peu au-dessus. Notre cœur de Ok, cible, normalement, target, c'est 15-25 ans. On est plutôt sur une moyenne 22-23. On est un petit peu au-dessus, donc bon, ça nécessite un petit travail. Le souci, c'est que la cible la plus jeune, la 15, notamment la 15 ans, elle n'a pas forcément un budget elle-même sur son bien sûr. équipement. Elle a des moyens de paiement qui sont souvent limités. Et donc, c'est une cible qui est particulièrement difficile à capter parce qu'en fait, il y a deux personnes à convaincre. Il y a le payeur et l'utilisateur. Donc, je dirais qu'on n'est pas très inquiet par ce côté un peu plus vieux que la target initiale. En revanche, on l'observe, on le suit, on voit un peu comment ça réagit par rapport à nos publications sur les réseaux sociaux, par rapport à l'esthétique et l'ergonomie du nouveau site. On regarde un peu comment ça fonctionne. En tout cas, il y a une limite haute à ne pas franchir, clairement. Bien sûr, ok. Ok, très clair. Et aujourd'hui, moi, c'est le point que j'aimerais vraiment évoquer avec toi, c'est aussi les freins et les contraintes. Ouais. C'est-à-dire, nous, on en retrouve généralement trois. C'est la partie culturelle, c'est-à-dire il faut lancer vite, il faut aller vite ce type de marque pour onboarder les gens et que le process soit finalement un peu en start-up. Et souvent, mais la temporalité, ce n'est pas la même au sein d'une NDB que d'un groupe. C'est le premier point. Souvent, ça peut être des compétences digitales, mais ça peut être aussi des compétences autres en fonction de la catégorie que l'on va chercher. Ça peut être des compétences de produits. Il peut y avoir en tout cas plusieurs compétences. Et enfin, souvent, c'est ce qu'on appelle, c'est le jeu de contraintes du groupe, logistique, juridique, IT, financier. Typiquement, nous, on a travaillé avec des groupes qui ne pouvaient pas référencer de nouveaux partenaires. Alors que sur Mmh. une nouvelle marque, il est nécessaire de travailler très souvent avec des nouvelles technos, des nouveaux partenaires, C'est etc. Et donc, ça. du coup, vous, de votre côté, vous n'avez pas quels sont les freins, les Alors, contraintes que vous avez eu au tout début et que tu alors je pourrais dirais que moi, encore aujourd'hui? ouais, si tu veux, le premier frein que je mettrais en avant, c'est qu'en fait, très souvent, on démarre l'histoire comme un projet additionnel. Dans les faits, l'histoire de Lille, elle a démarré avant la crise Covid. Sauf que, effectivement, c'était un projet additionnel. Alors, ça, c'est très mauvais parce que ça veut dire qu'on y va sans y aller. Ouais, Si je prends juste mon exemple à moi, jusque janvier, j'étais simplement à 10% de mon temps et seulement depuis un an sur le projet Lille. Donc ça, c'est franchement, je me suis rendu compte que c'était une erreur colossale parce que, encore une fois, on reste au milieu du gué. Donc, c'est un projet en plus. Et donc, dès qu'il y a arbitrage de temps, de moyens, on ne le fait pas. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, ça, c'est la première chose. C'est, en tout cas, s'il y a un frein à lever, c'est de se dire dès le début, il faut y aller et il faut y aller à fond. La deuxième chose, moi, que j'identifie comme un frein, c'est que chez Rouge-Gorge, on a quand même, et c'est tout je dire, ça contribue complètement à la réussite de la marque, c'est qu'on a vraiment le goût de l'excellence et on a plutôt tendance à faire de la sécurisation via ceinture, bretelles et autres si possible. Et ce qui me paraissait vraiment être un atout majeur. En l'occurrence, je me rends compte que par moment, ça peut être un frein parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement bordé, c'est tellement processé que dès qu'on veut faire un pas de côté, c'est compliqué. Tu parlais de l'onboarding de nouveaux partenaires. Moi, je le vois par exemple sur
sur l'achat. On a évidemment, et c'est nécessaire, des exigences très fortes quant aux certifications, quant au ceci, quant au cela, mais il y a des moments où il faut accepter de baisser un petit peu peut-être ou changer son scope, c'est-à-dire accepter tel certificat à la place de tel autre pour être en capacité de travailler à ce partenaire. Et ça, on a un petit peu de mal à le faire dans une organisation qui est très, très bordée. Autre chose, moi, qui me paraît importante, et je pense que c'est ce que tu évoques dans le côté aussi culturel, Oui. c'est que on a tous, et moi la première, encore une fois, des réflexes classiques de retailer historique classique. Alors, ça concerne les KPI, la lecture des résultats, comment on apprécie la performance. C'est des réflexes aussi, tu vois, quand si je parle d'offres, non, on n'a pas assez de produits, il faut plus de largeur d'offres, il faut plus de renouvellement, il faut peut-être plus animer commercialement, etc. Mais tout ça, c'est des réflexes, en fait, qui sont liés à la performance de notre activité mère, l'activité cœur de Rouge-Gorge. Et ça, je dirais que on est obligé, en fait, il faut absolument qu'on abandonne ces réflexes conditionnés et qu'on regarde, et notamment qu'on soit aussi en capacité de lire un compte différemment et de se dire finalement qu'est-ce qu'on valorise. Par exemple, si on parle, je ne sais pas, d'abonnés sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on regarde juste le nombre ou est-ce qu'on regarde à l'intérieur de ce nombre d'abonnés l'engagement, l'addiction très très forte à la marque? Comment on va apprécier tout ça et comment on va aussi remasteriser nos tableaux de bord pour lire les choses différemment? Donc ça, c'est vraiment culturellement parlant quelque chose qui est très fort et qui est pour moi et me concernant en premier un frein. Après, on en a parlé, il y a tout ce qui est process, IT, etc. C'est vrai qu'on a des outils qui quelquefois sont surdimensionnés et surcompliqués par rapport à une équipe qui est toute petite, qui a besoin d'aller très vite et qui a parfois besoin de choses très très simples, mais qui, à l'inverse, ne peut pas se passer d'outils. Donc voilà, il y a un juste équilibre. En fait, il y a une balance à trouver entre un process type et l'envie d'être plus adapté au format, au potentiel, aux ressources et au projet de la marque. Et puis, je dirais aussi, moi, je n'avais pas perçu en lançant le projet que finalement, j'allais devoir intégrer d'un point de vue RH des nouveaux profils, des nouveaux métiers. J'ai par exemple intégré quelqu'un dont le projet principal, c'est de bosser sur l'engagement et la communauté. Eh bien, la forme que prend, on est en train de décrire pas à pas et de créer ce poste, enfin, il est déjà pourvu, mais on améliore de semaine en semaine la définition des fonctions. Et en fait, on se rend compte que l'écriture du poste tel qu'on l'a fait, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire ou qu'on aurait fait de cette façon-là chez Rouge-Gorge. Donc, il y a toute cette espèce d'adaptation, d'agilité. Il faut un peu changer sa caméra d'axe. Et ça fait vraiment partie des freins et des contraintes quand on part sur la création d'une DNVB à partir d'un grand groupe. À l'inverse. Tu soulèves un point, je trouve très important, c'est que est-ce que cette liberté d'action, tu as pu l'avoir parce que tu avais un gros historique au sein du groupe et donc du coup une confiance naturelle induite ou pas? Parce qu'en fait, ce type de projet, là, tu as réussi à faire bouger les lignes, mais parce que tu es en lien direct avec Catherine Gallet, qui est la CEO, et toi, ça fait longtemps que tu es dans la boîte, donc il y a une confiance, entre guillemets, installée, qui, à mon avis, t'aide à franchir ça. Si c'est pas le cas, comment ça peut fonctionner du coup? Parce qu'effectivement, c'est ça la problématique nous, que l'on peut rencontrer parfois quand on travaille avec des clients sur le lancement de nouvelles offres ou de nouvelles marques, c'est que en fait, ce n'est pas juste un projet inno qui est sur le côté, c'est-à-dire ça a de la valeur que si et seulement si il y a des ponts très rapidement, des ponts de production, de logistique, technique, etc. Et donc du coup, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un aval stratégique au niveau, mais aussi il faut qu'il y ait que le sponsor en interne ait une vision politique du groupe, une capacité d'action et de pouvoir certain. Toi là-dessus, ça a dû énormément t'aider, mine de rien là-dessus. Tu as Si été tu veux, clairement, je ne sais pas si on ne peut pas faire autrement, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que moi, j'ai 13 ans de comité de direction de Rouge-Gorge.
J'ai intégré quand même une équipe qui était extrêmement importante, hein, puisque ça balayait, j'avais un scope qui était extrêmement large. Donc, je dirais que les rouages, les process et même les individus rouge-gorge, je les connais par cœur. Et certainement, c'est un accélérateur, c'est un facilitateur. C'est-à-dire que je me rends compte que je peux aller plus directement au point voulu et je peux actionner les bonnes choses parce que j'ai cette historique. Et cette historique, en même temps, je viens de t'expliquer qu'il faut que je fasse attention parce que par moment, je peux avoir aussi des réflexes conditionnés qui ne sont pas qui sont pas les justes. Et alors pour ça, j'ai trouvé une parade, c'est que moi, voilà, j'ai le management de l'équipe, etc. Mais en fait, mon équipe, c'est des très jeunes. Elles sont extrêmement jeunes, extrêmement agiles et extrêmement, je dirais, dynamiques. Et c'est elles un peu qui viennent me remettre dans le droit chemin quand j'ai tendance à reprendre des réflexes un peu automatiques rouge-gorge. Donc, je pense que effectivement, c'est un vrai atout. En même temps, il faut avoir la capacité à se dire tout n'est pas vrai à 100% et il faut être en capacité de faire un pas de côté. Mais ça m'a facilité l'histoire, même si, je te dis, je ne sais pas si on peut faire autrement ou non, j'en sais rien. Moi, dans mon cas, c'est clair. La connaissance parfaite de l'entreprise, du groupe, de ses rouages, ça m'a beaucoup aidé. Nous, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, il y a deux modes de fonctionnement. C'est soit tu as un mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, presque intégralement externalisé, c'est-à-dire c'est des gens en externe qui vont tout faire et à un moment donné, il faut créer le pont pour que ça soit repris au sein de la boîte. Soit il faut que la personne, en tout cas, reporte à quelqu'un de décisionnaire ou soit elle-même décisionnaire. Avec une bande passante dédiée, parce que sinon ça n'avance pas, parce que on va revenir sur ça aussi, mais là d'ailleurs on est sur le premier point culturel. Toi, ton temps au début, ben, il n'était pas trop sur le projet, alors que depuis janvier, ce n'est seulement depuis janvier que tu es en grande majorité sur le projet. Quel a été l'élément déclencheur pour que tu aies cette transition finalement de mission et de responsabilité? Je crois que l'élément déclencheur, si tu veux, c'est je crois qu'on était tous convaincus au comité de direction que Lille, c'était un projet qui était extrêmement porteur, extrêmement intéressant et qu'il fallait y aller. Donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, quand tu as une équipe dirigeante qui est convaincue, ça te balise le terrain. La deuxième chose, c'est que moi, ça c'est très perso, moi, après 13 ans de direction d'offres, j'avais vraiment envie de passer la main et de ce que je vous ai expliqué tout au début de l'intervention, j'ai eu dans ma carrière quelques projets un peu sur mode entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime énormément et je trouvais ça absolument enthousiasmant et dynamisant de repartir sur quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Donc j'ai évidemment aussi, à titre personnel, poussé là-dessus. Mais je dirais qu'au départ, si tu libères du temps et si tu libères de l'énergie, de la ressource sur ce projet à 100%, c'est que tout le monde y croit. Tu vois, ça m'a énormément aidé. Et donc, les choses se sont faites très naturellement et très simplement. On a préparé, évidemment, hein, on ne l'a pas fait d'un claquement de doigts, ça s'est préparé sur un peu plus d'une année. Moi, j'étais l'année dernière en frustration permanente de n'être qu'à 10% sur l'île parce que je ne faisais pas le job, en fait. Hein. J'étais un peu en train de courir et de mettre des pansements sur une jambe de bois, mais ce n'était pas du tout pertinent et c'était extrêmement frustrant. Donc, il était temps que ça arrive et voilà, les choses se sont bien passées et ça a été fait dans des très, très bonnes conditions. Et justement, on a une question là-dessus, c'est dans la partie organisationnelle. Oui. Quel point est internalisé et externalisé? C'est-à-dire, tu vois, qu'est-ce que vous avez décidé de dire? Ça ne sera pas la marque Rouge aux Gorges qui va le gérer, ça sera des partenaires externes. Ça, on va le faire nous-mêmes. Ça, totalement externalisé. Ça, on prend les partenaires de Rouge Gorge, globalement. Comment vous avez si tu veux, décidé le plan organisationnel? Oui, alors sur le plan organisationnel, je vais te dire qu'on est un petit peu opportuniste. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de base, c'est de se dire, donc il y a une organisation cœur, hein, tu l'as compris, qui est très très courte et très ramassée. Et à partir de cette organisation cœur, en fonction des besoins que j'ai, je fais effectivement besoin soit à des experts internes, à condition qu'ils en aient la latitude, le temps, la disponibilité. Ce que je précise en tout cas, et on a fait quelque chose de très vertueux, c'est que toutes les interventions des experts rouge-gorge
me sont, alors c'est un jeu d'écriture, hein, mais me sont totalement refacturés parce qu'on veut avoir un compte qui soit lisible, qui soit clair. Et on veut que ce soit vraiment très, très factuel et que tout ce que je dépense, entre guillemets, me soit effectivement facturé. Donc, j'ai tendance à avoir envie d'avoir recours à des experts rouge-gorge, parce que chez rouge-gorge, il y en a plein et qui sont hyper bons et qui sont hyper intéressants, et que la proximité me paraît intéressante en termes d'agilité, etc. Ceci dit, il y a des pans de métier, par exemple, je prends le style, j'ai totalement externalisé. Alors là, c'était juste le fait de se dire, finalement, l'équipe chez Rouge-Gorge, elle est charrette, c'était une discussion avec le manager, il n'y a pas de disponibilité, on va externaliser. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien, c'est intéressant. Donc, c'est un peu par opportunité. Et puis après, il y a tout le pan des expertises très, 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 très particulières dont vous faites partie, vous, par exemple, chez DNG, où là, il n'y a pas photo. On essaye d'aller chercher la personne qui nous correspond le plus et qui va nous aider à accélérer sur un point particulier qu'on n'est pas capable d'embarquer en interne chez Rouge-Gorge. Ok, très clair. Très clair. Et pour finir, avant de passer aux dernières questions, s'il y en a, aujourd'hui, quelles sont les clés de succès que tu vois sur ces premiers mois? Quelles sont pour toi les plus belles réussites à date, à la fois pour la marque, mais aussi pour le groupe, du coup? Alors, je vais d'abord pour répondre à cette question, j'ai d'abord envie de me positionner donc comme pure Lille en me disant finalement, qu'est-ce qui dans l'environnement est un vrai succès. Alors, je dirais la première chose, mais je crois que je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que Lille a la chance d'être dans un environnement rouge-gorge qui est un environnement extrêmement stable et promouvant. Donc ça déjà, ça te crée un terrain avec cette envie de développer, etc. Donc tu as déjà un terrain qui est hyper favorable à la réussite. Le deuxième point, c'est que on a la chance, en ayant cette structure rouge-gorge, d'avoir du point de vue RH des atouts, parce qu'on est en capacité, via rouge-gorge, on a cette capacité à attirer des clients, on a la possibilité d'attirer des experts, on a une espèce de visibilité comme ça qui est extrêmement intéressante. Ce que je dirais aussi dans les clés de succès, c'est que le fait de démarrer par Rouge-Gorge, Rouge-Gorge prend en charge notamment tout ce qui est back-office. Et ça, c'est extraordinaire parce que moi, la volonté que j'ai, c'est vraiment de consacrer toutes les ressources, de mes ressources et les ressources en fait, de l'équipe Lille complète, sur le cœur de métier. Et le fait d'être déchargé de cette partie back-office, ça nous permet d'être 100% dédié à notre cliente, et c'est ça au final qui compte. Et puis, je pense que si je reviens aussi sur en quoi Rouge-Gorge nous aide sur le projet Lille, c'est que ça nous donne une visibilité dingue, puisque comme je te l'ai expliqué, on est sur le site Rouge-Gorge, et puis on est présent dans 6 magasins Rouge-Gorge. Alors ça paraît pas beaucoup, mais ça nous donne une super visibilité, et puis surtout, ça nous permet de recueillir les avis du personnel de magasin, qui sont toujours des avis très pertinents et très intéressants. Donc ça, c'est pour les liens avec Rouge-Gorge. Et sinon, les clés de succès, moi, je dirais qu'une des clés de succès, c'est de réussir à délivrer des choses qui sont parfois délivrées en mode un peu quick and dirty, mais avec du coup de la matière qu'on récolte, qu'on analyse, et en fait on est vraiment dans un cycle d'apprentissage extrêmement rapide. On apprend plein de choses sur nos clientes, on apprend plein de choses sur nos publications, sur les réseaux sociaux, on apprend plein de choses sur la façon de conduire notre e-shop. En fait, il y a des apprentissages quotidiens qui sont extrêmement intéressants, qu'on partage très facilement parce qu'encore une fois, on est une petite équipe, donc on a tous le même niveau d'information. Et je pense qu'en fait, c'est devenu une machine apprenante, en fait. Et c'est pour moi la chose la plus importante, parce qu'encore une fois, je pense que c'est ce qui va garantir à Lille un succès important. Et au-delà de Lille, puisque c'est ce que je t'expliquais en début d'entretien, c'est le fait de pouvoir en faire bénéficier Rouge-Gorge. Ok, super, très très clair. Et c'est vrai que pour avoir travaillé avec vous depuis maintenant ça va faire presque bientôt un an, on voit vraiment sur les différentes étapes que le projet est vraiment porté et accompagné par la direction
Et ça, je pense que c'est déterminant. C'est déterminant d'avoir deux points. Un, bien évidemment, que le projet soit validé et porté par la direction, mais aussi laisser le temps au projet de faire sa réussite. C'est-à-dire que Oui, c'est vous êtes ça. projeté, mine de rien, sur 3-4 ans et pas à 6 mois. Parce qu'en fait, la difficulté de se projeter à 6 mois, Rouge-Gorge n'a pas la performance qu'ils ont aujourd'hui en 6 mois. Ça a mis du temps. Et là, grâce à Rouge-Gorge, la marque peut grossir plus vite en étant indépendante, grâce à Rouge-Gorge, mais ça va quand même prendre du temps. Et le fait de se projeter sur ce temps long et à la fois de créer ces liens permet vraiment d'y arriver sur le long terme. Et ça, c'est flagrant chez vous et je trouve que ça fait partie de vos clés de succès qui sont vraiment très fortes et distinctives. Bien évidemment qu'il faut garder. Une dernière, allez-y, posez les questions parce qu'on va bientôt s'arrêter. Là, nous, la présentation est finie de notre côté. J'ai une question là de Émilie. Vous êtes combien dans l'équipe directement qui travaille à 100% sur l'île? C'est Alors, validé? en fait, on est 4. Donc, on s'est structuré de la manière suivante. On a une personne en charge du business développement qui va donc à partir de juillet là, se consacrer à ça parce qu'on a des ambitions évidemment de développement en dehors, au-delà de notre site web, au-delà des 6 magasins Rouge-Gorge dans lesquels on est. On a vraiment des ambitions de développement et notamment à l'international parce qu'on croit extrêmement fortement à notre projet. Donc voilà, une personne qui s'occupe du business développement. On a une personne qui va se consacrer à 100% à toute l'activité digitale, l'amélioration continue du site, voilà, et qui va travailler là-dessus, qui démarre en septembre. Et puis, on a une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, de la communauté, de l'engagement, qui travaille à la fois sur la notoriété et sur l'engagement des clients. Et qui donc, elle est déjà en poste, bon, plus moi, évidemment, je m'occupe de manager l'ensemble du projet. Donc, on est 4. C'est très court, mais c'est aussi de fait hyper intéressant et hyper rapide et agile. En fait, nos décisions, on les prend très rapidement. On arrive à passer d'un projet à l'autre assez rapidement. Alors, c'est pas toujours, je crois que ça c'est vraiment une des leçons que je retiens, c'est qu'on peut pas toujours faire les choses avec un degré de perfection extraordinaire, mais en tout cas, on délivre. Et en fait, c'est ça qui nous plaît le plus dans le projet, c'est qu'on délivre. Oui, et ça, pour le coup, c'est un vrai changement par rapport forcément à la partie groupe, puisqu'en fait, on peut se permettre avec une marque différente des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs. Et ça, il faut absolument garder ce mindset, parce que sinon, on rentre dans des process très longs et très lourds, quoi. Une autre question, la partie développement produit, production, c'est géré en interne ou c'est délégué chez Rouge-Gorge? Alors, en fait, ça, c'est d'ailleurs un de mes gros points de surprise. C'est-à-dire que donc, j'ai été sur l'offre chez Rouge-Gorge pendant 13 ans et j'ai un background qui est très produit. Donc, pour moi, la question du produit, je l'avais quasiment évacuée en me disant, ça va être hyper simple. En fait, il s'avère que le développement produit, donc le design des produits est sous-traité, mais le sourcing, je l'ai délégué chez Rouge-Gorge. Et en fait, je n'avais pas perçu à quel point, y compris sur le sourcing, la machine rouge-gorge était trop complexe et pas forcément adaptée. Donc, je suis là aussi, je suis en train de revoir mon point de vue et me dire qu'on va probablement trouver une façon de le travailler autrement parce que là, pour le coup, c'est pas si évident que ça. Alors que pour moi, c'était une évidence, c'est-à-dire que j'avais écarté la problématique des produits. Eh bien Ouais. non, là, je me rends compte que le sourcing rouge-gorge, la manière de faire l'industrialisation des produits chez Rouge-Gorge, finalement, n'est pas si adaptée à notre modèle chez Lille. Mais typiquement, on le voit chez beaucoup de groupes qui se disent, le produit va être facile. Et en fait, très souvent, il y a un sujet sur lequel qui n'est pas du tout anticipé, c'est que quand tu es une marque qui est habituée à distribuer via la GMS notamment, en fait, tu ne te poses même pas trop la question du pack. En fait, C'est du ça. pack en plus du produit. Quelle expérience d'achat je vais avoir en digital et en e-commerce. Et en fait, ça, quand tu le mets dans tes coûts, c'est un impact super important et pourtant primordial à avoir en expérience client. Et donc, c'est toute cette culture aussi qu'il faut avoir et qu'il faut changer, de se dire, moi, je suis une marque pure B2C, directement avec mon consommateur et digital.
je dois créer une expérience différente de ce qu'on fait historiquement, et donc il faut qu'on investisse aussi là-dessus. Donc c'est super intéressant de voir, et on le voit, nous, c'est pas mal de marques avec lesquelles on bosse. Ils pensaient que les produits seraient super faciles, puis en fait, comme ils veulent les faire un peu différemment, mais finalement, c'est un peu moins le cas. En fait. Tu vois, Et, et donc, tu vois, ça fait partie des apprentissages. Pour moi, il n'y avait pas de sujet. Bah, ça, c'est un truc que je me suis pris bien de face. ouais, mais tout à fait, c'est clair, quoi. Tout à fait. Il vous reste quelques instants pour poser vos dernières questions, donc je vous laisse les poser rapidement si vous en avez. Et après, on va remercier Séverine après et la laisser repartir à la croissance de l'île. Une question, c'est intéressant. Est-ce que vous souhaitez ouvrir votre propre boutique Lille ou plutôt de décupler, démultiplier des corners dans les magasins Rouge-Gorge ou ailleurs? Effectivement, c'est hyper intéressant comme question. Alors, je vais essayer de le faire rapide, mais c'est un sujet qui est absolument passionnant. Le premier point, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va diffuser nos produits dans les magasins Rouge-Gorge. On s'est très vite rendu compte que les diffuser tels que, en tout cas en les incluant dans le merchandising Rouge-Gorge, ça n'avait absolument aucun sens. Parce que d'abord, on prenait la place de produits Rouge-Gorge, et puis en plus, on n'était absolument pas différenciant et identifiant. Ceci dit, ça nous embêtait un peu de passer à côté de la visibilité des magasins Rouge-Gorge. Et donc, on a récemment développé un mobilier qu'on a pensé spécifiquement pour Lille et qu'on vient implémenter dans les magasins Rouge-Gorge dans lesquels on est présent. Et ce mobilier, il est extrêmement différenciant parce qu'en fait, il essaye de reproduire un petit peu l'expérience qu'on a sur le site e-shop. Et en fait, ce mobilier, il nous a donné plein d'idées parce que en fait, on souhaite aborder maintenant des partenaires, notamment prêt-à-porter jeunes, en leur disant, écoutez, nous, on arrive, c'est un peu comme les histoires de tours de bijoux là, dans les magasins de prêt-à-porter. On arrive avec le mobilier, il est déjà chargé, il est extrêmement pédagogique, il explique exactement ce qu'est le produit, il facilite la recherche de la taille, et on vous pose le mobilier sur le sol de votre magasin. Autrement dit, on ne prend pas de la place en mural, ce qui est toujours le frein un peu des retailers classiques, et vous avez un truc prêt à vendre. Et donc, au travers de ce mobilier, on a l'ambition de se développer bien au-delà de Rouge-Gorge, et notamment chez des retailers prêt-à-porter dédiés à la jeune génération. Et puis sinon, évidemment, on regarde du côté des marketplaces, parce que ça nous intéresse aussi. Enfin, tout ce business en B2B nous interpelle, et on a des projets là-dessus. Mais en tout cas, la question de Rouge-Gorge, ça a été hyper intéressant parce que là aussi, on a testé, on est arrivé, voilà, on s'est mis en mural. Enfin, absolument pas intéressant. C'était pas mauvais, les résultats. Mais en tout cas, on ne créait pas de différenciation et pas d'identité de marque. Donc, il a fallu revoir notre fusil d'épaule et on a énormément appris grâce à ça. Et on est du coup beaucoup plus fort pour aborder les autres clients. Ok, merci beaucoup. Et dernière question qu'on va pouvoir poser. Comment tu as fait connaître la marque au tout début, alors que justement, elle avait beau être référencée chez Rouge-Gorge, pour le coup, ce n'est pas une marque Rouge-Gorge, c'est une marque différente. Non, alors très Ça a vite, été quoi les actions clés? Très vite, on s'est montré présent sur les réseaux sociaux. On a beaucoup balbutié au début. Je dirais qu'on a gagné depuis qu'on a créé une identité forte et plus on travaille en cohérence, plus on est visible. Mais on n'avait pas de moyens spécifiques et on n'avait pas de visibilité particulière, si ce n'est celle donnée par l'e-shop Rouge-Gorge, notre e-shop et puis les 6 magasins qui ne sont pas grand-chose. Pour aller plus loin maintenant, on s'inscrit dans on a des projets de salons professionnels, on a des projets, enfin on a pas mal de projets sur comment se rendre visible à la fois en B2B et en B2C, évidemment. Ok, très clair. En tout cas, merci beaucoup Séverine pour ton temps. Merci Vraiment à toi et passionnant. merci à vous tous pour votre écoute. C'était un bonheur. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Vous recevrez juste après le webinaire le lien de replay si vous voulez récupérer de nouvelles informations. Mais en tout cas, un grand merci Séverine pour ton temps. C'était vraiment toujours un plaisir de reparler de ce beau projet. Et merci à vous tous pour votre présence et vos questions. On se revoit très bientôt. Merci à tous. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.